Alors, aujourd'hui, on va explorer une idée un peu provocante. Une idée qui bouscule tout ce qu'on croit savoir. Et si la logique, oui, la logique elle-même, le pilier de toute certitude, n'était pas éternelle? On va voir ensemble comment même le raisonnement le plus solide, le plus blindé, pourrait en fait avoir une date de péremption. Voilà, c'est exactement ça, le paradoxe qui va nous occuper. D'un côté, on a cette promesse incroyable de la logique, une vérité qui serait vraie pour toujours, gravée dans le marbre, intouchable, mais cette citation nous met la puce à l'oreille. Et si cette promesse n'était qu'une illusion? C'est ça qu'on va creuser. Ok, alors allons-y. Pour vraiment piger la faille, il faut d'abord comprendre à quel point cette promesse de la logique est puissante. C'est quoi au fond cette garantie qu'elle nous offre? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le saint Graal de la pensée rationnelle, l'idée d'une vérité absolue qui ne dépend ni du temps ni de l'endroit. C'est carrément le fondement des maths, de la philo, de la science, tout. Une conclusion logique, ce n'est pas juste une vérité pour aujourd'hui, c'est une vérité censée être valable pour toujours. Maintenant, pour voir où ça coince, on va devoir faire un petit voyage dans le temps. On retourne plus de 2000 ans en arrière. On va à la rencontre d'un homme qui a en quelque sorte inventé la rigueur mathématique. Le problème, c'est que sans le savoir, il a aussi caché une petite bombe à retardement conceptuel dans son œuvre. Regardez, c'est presque enfantin. On prend 2 points, hop, on trace un cercle autour du premier qui passe par le second, puis on fait pareil avec le deuxième point. Et voilà, visuellement c'est une évidence totale, non? Les 2 cercles doivent se couper. C'est comme si la géométrie elle-même nous forçait la main. Et attention, pendant plus de 2000 ans, personne n'a trouvé à y redire. Personne. Ce raisonnement, c'était la référence absolue, le gold standard de la preuve mathématique. C'était considéré comme parfait, aussi solide que du roc. Alors, la question qui tue, qu'est-ce qui a bien pu changer? Comment une vérité pareille, aussi béton, a-t-elle pu vaciller? Est-ce qu'Euclide, le grand Euclide, aurait fait une erreur de débutant? Une erreur que personne n'aurait vue pendant 20 siècles? Ça paraît fou. Eh bien non. La réponse est bien plus intéressante que ça. La faille, elle n'est pas dans sa logique, pas dans sa déduction. Elle est ailleurs. Elle est cachée dans ce qui était imaginable à son époque. En fait, Euclide n'a pas fait d'erreur de calcul. Le problème, c'est qu'il lui manquait des mots, des concepts, pour penser le problème différemment. Ok, passons à l'enquête. Le coupable dans cette affaire, ce n'est pas une erreur. C'est une invention. L'invention d'outils mathématiques complètement nouveaux, qui ont permis aux mathématiciens de construire des mondes, des univers, qu'Euclide n'aurait même pas pu rêver. En fait, il faut voir ça comme une boîte à outils. La boîte à outils mentale des mathématiciens s'est énormément enrichie. Pour Euclide, l'espace, c'était un peu comme l'air qu'on respire. C'était juste là, c'était une évidence, une sorte de page blanche infinie et parfaite. Mais bien plus tard, au XIXe siècle, on a inventé des outils pour fabriquer l'espace, le construire brique par brique. Et c'est là que tout change. Imaginez, Euclide, lui, il dessinait sur une feuille de papier parfaitement lisse. Continue. Mais aujourd'hui, on peut imaginer et même construire un espace qui ressemble plus à une passoire. Un plan fait uniquement de points simples, les nombres rationnels comme 1/2, 3/4, etc. Et entre tous ces points, eh bien, il y a des trous, une infinité de trous, des endroits où mathématiquement, il n'y a rien. Et maintenant, le coup de théâtre. Dans ce plan bizarre, plein de trous, on peut tracer les 2 cercles d'Euclide et ils peuvent complètement se rater. Ils passent l'un à côté de l'autre en se faufilant à travers les trous. L'endroit où ils devraient se croiser tombe pile dans un de ces trous, un endroit où aucun point n'existe. Et là, pouf, la preuve d'Euclide ne tient plus. Pas parce que sa logique était mauvaise, non, mais parce qu'elle reposait sur une supposition qu'il n'a même pas vue. Il supposait, sans le dire, que l'espace était une feuille de papier lisse sans aucun trou. Ok, c'est peut-être un peu abstrait tout ça. Alors, pour rendre l'idée plus concrète, on va quitter les maths pures et prendre une analogie beaucoup plus moderne. On va parler de jeu de dames. Le jeu de dames, c'est un système parfait, non? C'est un monde clos, les règles sont limpides, elles n'ont pas bougé depuis des siècles. Un pion avance sur les cases de même couleur, point. Il n'y a aucune place pour le doute, aucune ambiguïté. C'est un petit univers logique parfaitement huilé. Enfin, c'est ce qu'on croit. Parce que, comme pour Euclide, il y a une règle cachée. Une règle tellement évidente que personne n'a jamais jugé utile de la mentionner et de l'écrire noir sur blanc. Cette règle, c'est que le damier est fixe. Une case est noire, elle reste noire. Elle est en bois, en plastique, peu importe, mais sa couleur est physiquement attachée à sa position sur le plateau. Mais alors, que se passe-t-il si une nouvelle technologie vient dynamiter cette évidence? Si quelque chose qui était physiquement impossible hier devient soudainement possible aujourd'hui? D'imaginer un damier fait avec un écran à cristaux liquides. On appuie sur un bouton et, clac, toutes les cases noires deviennent blanches et toutes les blanches deviennent noires, instantanément. Ce truc, qui aurait été de la pure sorcellerie pour les créateurs du jeu, est aujourd'hui une réalité technologique. Et là, c'est la panique. La règle qui semblait si simple, les pions bougent sur les cases de la même couleur, devient un vrai casse-tête. Le pion, il doit faire quoi?
Est-ce qu'il doit sauter sur une autre case pour suivre la couleur, ou est-ce qu'il reste sur sa case physique qui vient de changer de couleur sous ses pieds? Et là, les règles du jeu, si parfaites, n'ont aucune réponse. Elles sont muettes. Le cas n'a jamais été prévu. Alors quand on met côte à côte l'histoire d'Euclide et notre Dami high-tech, on commence à voir se dessiner quelque chose de beaucoup plus grand. Une idée assez vertigineuse sur la nature même de la certitude. Voilà le point central. N'importe quel raisonnement, même le plus en béton armé, est en fait prisonnier de son temps. Sa validité ne tient que dans les limites de ce qu'on est capable d'imaginer, de concevoir ou de fabriquer à un instant T. C'est ce qu'on pourrait appeler l'instabilité conceptuelle. L'ensemble de ce qui est possible est en expansion permanente. Et à chaque fois que cet univers du possible s'agrandit, c'est comme si on allumait une lampe à lumière noire sur nos anciennes certitudes. Soudain, on voit apparaître toutes les suppositions cachées, les tâches invisibles qu'on était incapable de voir avant. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Eh bien, ça veut dire que même nos théories scientifiques les plus solides, même nos plus belles preuves mathématiques, reposent très certainement sur des évidences invisibles, des sortes de damis en bois conceptuels, des choses qu'on tient pour acquises simplement parce qu'on n'a pas encore la technologie ou l'idée qui nous permettrait d'imaginer que ça puisse être autrement. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur cette pensée un peu vertigineuse. Euclide ne pouvait pas imaginer un plan à trous. Les créateurs du jeu de dames ne pouvaient pas imaginer un damier qui change de couleur. Et nous, quelles sont les évidences sur lesquelles reposent nos certitudes actuelles? Quelles sont les choses qu'on est tout simplement incapable d'imaginer aujourd'hui, mais qui, demain, viendront révéler que nos raisonnements les plus solides étaient en fait incomplets?